Bonjour à tous, je suis Oyana Latcher, donc je suis actuellement en 2e année de thèse et je vais vous présenter aujourd'hui mes travaux de recherche qui portent sur l'influence de paramètres environnementaux sur les processus de minéralisation de l'huître perlière Pinctada margaritifera. Donc je travaille à l'IFREMER au sein de l'équipe CIREX qui fait partie de l'UMR-EIO et je suis encadrée par Nabila Gaertner-Mazouni, Gilles Lemoulac, Denis Saulnier et Shin Lonki. Donc, je suis financée par l'Université de la Polynésie française et l'IFREMER et une partie du fonctionnement de mon projet de recherche est assurée par la Direction des ressources marines et minières. Donc, la perliculture en Polynésie française, elle est basée sur l'élevage d'une huître perlière, une seule espèce qui est Pinctada margaritifera. C'est une activité qui est essentielle au pays puisqu'elle représente la 2e source de revenus économiques. Cependant, c'est une activité qui a subi une crise majeure dans les années 2000 qui a conduit à la chute du prix du gramme de perle. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici sur ce graphique. Donc, entre 2000 et 2012, vous avez en bleu la valeur à l'export des produits perliers et en rouge donc le prix du gramme de perle. Donc cette crise, elle est due en partie à une forte concurrence mondiale et également à un grand nombre de perles qui ont été mises sur le marché, de perles de mauvaise qualité. Donc l'augmentation, l'amélioration de la qualité de la perle serait un atout majeur pour la perliculture. Donc c'est dans cet axe-là que l'IFREMER a développé des projets visant le développement durable de la perliculture. Et mon projet de recherche, lui, il s'inclut dans le programme Tripagène qui est financé par l'IFREMER, la Direction des ressources marines et minières et des perliculteurs. Donc l'huître perlière Pinctada margaritifera, c'est un organisme biominéralisateur. Donc c'est-à-dire que c'est un organisme vivant qui va élaborer une structure minérale. Donc, dans le cas de l'huître perlière, la structure minérale, c'est sa coquille. Donc, cette coquille, elle va être synthétisée par des protéines spécifiques de minéralisation qui dépendent de processus moléculaires. Et cette coquille, elle est faite de carbonate de calcium sous 2 formes. La première forme, c'est de la calcite. Donc là, la calcite, on la retrouve sur la face externe de la coquille et sur la partie externe dans la face interne, ici, là, la calcite. Elle est sous forme de prisme, contrairement à l'aragonite, donc la nacre, qui se trouve, elle, à l'intérieur de la coquille et qui est établie sous forme de tablette. Donc ici, vous avez 2 coupes de ces minéraux et on peut observer des enveloppes, là et là, qui contiennent les protéines de minéralisation qui sont responsables du dépôt de calcite et d'aragonite. Donc, dans le cas de la formation de la perle, nous, c'est l'aragonite qui nous intéresse, puisque c'est la couche nacrée. Donc, l'obtention d'une perle passe par un acte de greffe. Donc, un acte de greffe, ça nécessite 2 huîtres, donc une huître dite donneuse et une huître dite receveuse de greffon. Donc, sur l'huître donneuse, on va venir prélever un morceau de manteau. Donc, le manteau, c'est le tissu qui recouvre la coquille. Donc, c'est le tissu qui contient les protéines de minéralisation. Et donc, ce tissu-là va être ensuite redécoupé en petits morceaux que l'on appelle greffons. Donc, une huître donneuse va pouvoir permettre de greffer plusieurs huîtres receveuses. Et ce greffon, il va être inséré dans la poche perlière d'une huître receveuse avec un nucléus. Donc le nucléus, c'est une petite bille de carbonate de calcium qui va servir de support à la perle. Donc une fois que le greffon et le nucléus sont insérés dans la poche perlière de l'huître receveuse, les cellules épithéliales du greffon qui sont juste en contact ici avec le nucléus vont se multiplier et former un sac perlier. Donc au bout d'environ 45 jours, le sac est formé et le sac perlier va produire des protéines de minéralisation qui vont à leur tour permettre la déposition de calcite et d'aragonite. Et au bout de 18 mois, la perle va être récoltée. Donc l'obtention d'une perle de culture, c'est un processus qui est assez long et qui ne réussit pas à tous les coups. Donc il faut savoir qu'on a parfois un rejet de greffe. Donc la nacre va rejeter le nucléus. On a environ un taux de maintien entre 60 et 80% au bout de 45 jours. Donc des qualités de perles sont évaluées à partir de 5 critères principaux. Donc d'abord le lustre. Le lustre, c'est la réflexion de la lumière à la surface de la perle.
Donc si la lumière est bien réfléchie, on va avoir ce que l'on appelle un effet miroir. Vous pouvez le voir ici sur cette perle. Donc là, vous avez une perle de qualité A qui est une très grande qualité et ici une perle D de mauvaise qualité. Donc sur la perle A, on voit bien l'image qui se reflète à la surface de la perle. Donc on a un lustre dit excellent. Contrairement ici à la perle D où l'image qui se reflète est floue. Donc là, on a un lustre de mauvaise qualité. La forme est également déterminante pour la qualité de la perle. Donc ici, différentes formes, tout en sachant que la forme qui est la plus recherchée est la perle ronde. La couleur intervient aussi dans la qualité de la perle et elle est assez diverse pour la perle de Tahiti. Donc vous avez quelques exemples ici. La taille de la perle, donc les perles mesurent en général entre 8 mm et 14 mm de diamètre. Et donc le dépôt perlier sur le nucléus est important, l'épaisseur de ce dépôt perlier. Et enfin, l'état de surface. Donc l'état de surface, c'est la présence ou l'absence de défaut à la surface de la perle. Et si on a une présence de défaut, eh bien leur abondance. Donc ces défauts, ils sont divers. Donc je vous ai mis quelques exemples. Donc par exemple, ça peut se présenter sous la forme d'une piqûre. Alors je ne sais pas si on voit très bien sur cette perle-là, mais on a des petits points, des petits défauts de minéralisation à la surface, donc qui sont des piqûres. Ici, on a ce que l'on appelle une traînée. Donc là, en zoom, on voit bien qu'il y a un défaut de minéralisation. Et enfin, ici, une boursouflure. On peut également avoir de la calcite à la surface de la perle, donc qui va conduire à la dépréciation de cette perle. Nous, c'est vraiment l'aragonite qui nous intéresse pour la perle. Donc la question que je me pose est quelle est l'influence de paramètres environnementaux sur la minéralisation des perles de culture? Donc je travaille plus spécifiquement... Ça a l'air bloqué. Moi, je suis peut-être un peu loin. C'est là? Encore là? Oui, alors, je vais essayer quand même. Ouais, c'est bon. Alors, je travaille plus spécifiquement sur l'influence de la température de l'eau et de la nourriture, puisque ce sont les deux paramètres qui influencent le plus la physiologie des bivalves. Donc, des précédents travaux ont été menés à l'IFREMER sur l'influence de ces deux paramètres sur la minéralisation de la coquille. Et, par exemple, une réduction de l'épaisseur des tablettes d'aragonite a été observée avec une forte concentration en nourriture. Donc, c'est ce qu'on peut voir ici. Là, vous avez des tablettes d'aragonite qui ont été mesurées pendant 5 semaines sur des coquilles de nacre qui ont été soumises à une faible concentration en nourriture. Ce que l'on peut voir, c'est que d'une semaine à l'autre, nous n'avons pas de différence significative. Donc la faible concentration en nourriture n'a pas affecté l'épaisseur des tablettes d'aragonite. A l'inverse, ici, une haute concentration de nourriture a induit une réduction significative de l'épaisseur des tablettes d'aragonite. Donc ici, les lettres représentent des différences significatives. Donc pourquoi on s'intéresse à l'épaisseur des tablettes d'aragonite? Tout simplement parce que les propriétés de la nacre, elles vont directement dépendre de la structure de ces tablettes. Et si ces tablettes sont régulières et peu épaisses, eh bien on va avoir un lustre de haute qualité. D'autres travaux ont été menés sur des gènes de minéralisation. Donc les gènes de minéralisation, ce sont eux qui sont à l'origine de la production des protéines de minéralisation. Et il a été démontré que certains de ces gènes sont régulés par la nourriture et la température. Donc de plus, ces deux paramètres environnementaux, ils fluctuent en Polynésie. Donc ils fluctuent dans l'espace, c'est-à-dire qu'on va avoir des différences de température et de nourriture entre les différents lagons de Polynésie française. Et au sein d'un même lagon, ils sont également différents dans le temps. Donc ici, je vous ai mis l'exemple de température dans des lagons de différents archipels de Polynésie sur une période de 10 ans. Et on peut voir par exemple ici en jaune que l'on a des températures basses et les températures les plus basses correspondent aux Australes et aux Gambiers, contrairement aux températures élevées qui, elles, sont dans les Tuamotu. Donc on remarque, là on a par exemple plusieurs points par année, qu'on a également une évolution de la température en fonction de la saison. Donc ces différences-là, elles pourraient induire des différences de minéralisation aussi bien entre les lagons de Polynésie française qu'au sein d'un même lagon suivant les saisons. Donc on note que les températures ne descendent très rarement en dessous de 22 degrés et ne dépassent que très rarement 30 degrés. Donc ces deux valeurs limites-là, moi, elles m'intéressent.
Donc, les objectifs scientifiques de ma thèse sont d'apporter une meilleure connaissance des mécanismes de minéralisation de Pinctada margaritifera, d'aller caractériser l'influence de l'environnement aussi bien au niveau moléculaire qu'au niveau de la structure minérale. Et une des applications serait l'amélioration de la qualité de la perle en optimisant au mieux les pratiques de greffe, les pratiques de culture des huîtres perlières, excusez-moi. Donc, je m'intéresse à deux phases clés de la minéralisation de la perle. Donc, la première phase, elle se situe avant la greffe. Donc, les huîtres donneuses et receveuses de greffons vont être conditionnées à différents niveaux de température et de nourriture afin d'étudier l'effet de ces paramètres sur les premiers événements de minéralisation. Donc, il s'agit là d'une part d'obtenir des greffons de haute capacité minéralisatrice, donc des greffons produits par la donneuse, et il s'agit également d'avoir un bon taux de maintien de la part de la receveuse. Donc ici, sur cette observation, on a la coupe d'une perle. Donc là, c'est le nucléus, donc le support de la perle, et là, la perle va grandir dans ce sens-là. Et on voit que des débris de greffage se sont installés et ont conduit à la formation d'une cheminée, donc un défaut qui se retrouve en surface. Et ces débris, ils peuvent par exemple provenir de la dégradation de cellules du greffon. Donc je vous disais tout à l'heure que seules les cellules épithéliales du greffon qui sont en contact avec le nucléus vont former le sac perlier. On a donc des cellules résiduelles qui vont être dégradées et qui peuvent venir perturber la minéralisation, l'initiation de la formation de la perle. Et ces débris, ils peuvent également provenir de l'huître receveuse. Donc la poche perlière, elle est connectée à la gonade. Et si cette gonade est remplie de gamètes, eh bien, les gamètes peuvent envahir la poche perlière et venir perturber la minéralisation. La deuxième phase que j'étudie, elle se situe juste avant la greffe. Donc là, on va faire varier les conditions d'élevage des huîtres perlières qui ont été greffées. Donc on va encore faire varier la température et le niveau de nourriture. Donc ces dépôts perliers sont évidemment, ces derniers dépôts perliers sont cruciaux puisqu'ils représentent la partie visible de la perle. Donc là, par exemple, il s'agit d'obtenir un lustre excellent en faisant varier les conditions environnementales pour obtenir une minéralogie, donc une épaisseur de tablette d'aragonite optimale. Donc, plusieurs greffes expérimentales ont été lancées aussi bien ex situ en conditions contrôlées au laboratoire que in situ dans des fermes perlières. Donc, j'ai 3 sites d'études, la ferme perlière Gauguins-Perle de Rangiroa, la ferme Paul You à Raroya, et les conditionnements en conditions contrôlées se déroulent au centre Ifremer du Pacifique. Donc en ce qui concerne les conditionnements en conditions contrôlées, les 2 niveaux de température que je teste sont 22 et 30 degrés, en référence aux températures que l'on peut trouver dans les lagons de Polynésie. Et les 2 concentrations en microalgues que je teste sont de 10 000 cellules par millilitre et 40 000 cellules par millilitre. Donc les 2 types de microalgues que l'on utilise pour ces conditionnements sont Isochrysis galbana et Chaetoceros gracilis, qui sont des microalgues qui sont parfaitement adaptées pour l'élevage d'huîtres perlières et qui sont utilisées en routine. Les expériences in situ ont consisté à placer les huîtres receveuses à différentes profondeurs, donc 8 mètres et 25 mètres, dans le but d'obtenir des environnements contrastés. Et cette fois encore, pour une greffe, les huîtres ont été placées à différentes profondeurs durant le mois précédant la greffe, et pour l'autre greffe, cela se déroule durant le mois précédant la récolte. Donc, au niveau méthodologique, je mène une approche minéralogique transcriptomique. Donc, en minéralogie, on sait que les propriétés optiques de la nacre de la perle vont dépendre directement de la structure des minéraux. Donc, on peut venir calculer ce que l'on appelle une mesure de la vitesse de dépôt minéralogique en micromètres par jour. Donc, pour cela, les perles et aussi bien les coquilles ont été marquées à la calcéine. Donc là, vous avez une coupe, encore une fois, là c'est le nucléus, et tout ça représente la croissance de la perle. Donc ce marquage à la calcine, c'est un marquage qui est au fluorescent. Donc pour les coquilles, on baigne dans un mélange d'eau de mer et de calcéine. Et pour les perles, on injecte directement dans la poche perlière. Et ce fluorochrome, il va venir se fixer sur les dépôts minéralogiques. Et ensuite, il va être piégé. Donc il va nous permettre de repérer le début de l'expérimentation. Donc là, ici, la perle avait poussé de manière classique. On a voulu tester notre conditionnement, on a réalisé un marquage à la calcéine et à la suite, là il y a 1 mois de pousse, on peut venir mesurer précisément ce qui a été déposé en aragonite.
Et on peut ramener donc ce dépôt-là, cette mesure, au nombre de jours de conditionnement. Donc on peut faire ça aussi bien sur les perles que les coquilles. Et ensuite, on peut aller mesurer l'épaisseur des tablettes d'aragonite, ici au microscope électronique à balayage. Donc cette minéralogie-là, elle va dépendre directement des processus moléculaires dont je vous parlais. Donc on les étudie dans un deuxième temps. Et les protéines de minéralisation, ce sont donc elles qui sont responsables de l'initiation et de l'arrêt de la croissance des minéraux. Ce sont elles qui vont structurer les minéraux. Et enfin, ce sont elles qui vont produire ou bien de l'aragonite ou bien de la calcite. Et à l'origine de la fabrication de protéines, on a un gène. Donc le gène, c'est un fragment d'ADN, c'est une petite séquence d'acide nucléique qui est une séquence spécifique pour chaque gène de minéralisation. Et cette séquence-là, elle va d'abord être transcrite en ARN. Donc l'ARN, c'est également une séquence d'acide nucléique qui est proche de l'ADN et qui va servir d'intermédiaire entre le gène et la protéine. Donc ces transcrits-là, ils vont ensuite être traduits en protéines. Donc nous, ce que l'on cherche à caractériser, c'est l'expression des gènes, c'est-à-dire va-t-on retrouver beaucoup ou non de transcrits dans nos cellules en fonction de nos conditionnements. Enfin, les perles sont caractérisées, et notamment l'épaisseur des dépôts perliers, donc ici, et qui est directement reliée au poids de la perle, l'épaisseur des tablettes d'aragonite, le lustre, la présence et l'abondance de défauts, et la forme. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter des premiers résultats qui ont été obtenus sur l'effet de la nourriture sur les premiers événements de minéralisation. Donc ici, le plan d'expérience. Les huîtres donneuses et receveuses de greffons ont été conditionnées donc, pendant 1 mois à une faible concentration de nourriture ou à une concentration de nourriture élevée, suite à quoi une greffe a été réalisée. Puis, des prélèvements des huîtres receveuses ont été effectués 1 mois et demi, 3 mois et 12 mois après la greffe. Donc aujourd'hui, ce que je vous présente, ce sont des données qui concernent la greffe. Donc suite à ce conditionnement, des greffons ont été prélevés sur les donneuses qui ont été peu nourries. Et ces greffons-là ont été insérés dans des poches perlières de receveuses peu nourries d'un côté et bien nourries de l'autre. Et il en a été de même pour les greffons produits par les huîtres donneuses ayant été bien nourries. Elles ont permis de greffer des receveuses peu nourries et bien nourries. Donc un premier travail a été effectué pour étudier l'effet de cette concentration en nourriture sur l'activité de minéralisation des greffons des donneuses. Donc ce que l'on retrouve sur la coquille, c'est que la vitesse de dépôt de l'aragonite est 2,1 fois plus élevée en conditions hautement nourries. Donc vous avez ici en rouge les huîtres perlières donneuses de greffons qui ont été hautement nourries et ici en bleu peu nourries. Et donc, suite à un marquage à la calcéine, des mesures ont été effectuées. Et donc, cette concentration à 40 000 cellules par millilitre, elle stimulerait la minéralisation de l'aragonite au niveau de la coquille de l'huître. Donc, dans un deuxième temps, j'ai cherché à caractériser ce qui s'était passé au niveau moléculaire en étudiant différents gènes de minéralisation. Donc, 3 gènes concernent la minéralisation de l'aragonite, 3 gènes la minéralisation de la calcite et 1 gène concerne la minéralisation aussi bien d'aragonite que de calcite. Donc là, les résultats se regardent gène par gène et on regarde si le gène est plus exprimé dans une condition que dans l'autre. Donc il en ressort que pour 6 des 7 gènes qui sont étudiés, l'expression est plus importante. Donc ici, 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 ici. Et seul un gène se comporte de manière opposée. Donc, cependant, nous n'avons pas pu observer de différence significative, contrairement à la mesure de croissance d'aragonite au niveau de la coquille. Et ceci peut être dû au faible nombre d'individus qui ont été étudiés. Donc là, on a 5 huîtres donneuses qui concernaient chaque condition. Et on a donc une forte variabilité qui se traduit par de forts écart-types sur ces résultats. Mais il est intéressant de noter que parmi tous ces gènes étudiés, ceux qui s'expriment le plus correspondent à 2 gènes d'aragonite, donc la perline et MS660 et l'aspéine. Donc ce premier gène, la perline, il contrôle la croissance de l'aragonite
Et ce deuxième gène contrôle également la croissance de l'aragonite. Et celui-là, il facilite l'apparition, la formation de calcite. Donc en conclusion, je travaille sur l'influence de la nourriture et de la température à 2 phases clés de la minéralisation des perles. Des premiers résultats ont été obtenus et tentent à montrer que la concentration en microalgues peut stimuler la croissance d'aragonite au niveau de la coquille. Et bien maintenant, la question qui se pose est quel est l'effet de ces mêmes paramètres environnementaux sur la minéralisation, l'activité minéralisatrice au sein du sac perlier. Et donc pour cela, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour de futurs résultats. Je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci pour ton exposé. De ce que j'ai compris, tu n'as pas encore commencé à travailler sur la température. Non. Est-ce que tu envisages de travailler au-delà de 30, sur 30 degrés et 22 degrés, si j'ai bien compris? Est-ce que tu envisages aussi de travailler sur les vitesses de diminution ou d'augmentation de température? Non. Non, moi je travaille vraiment sur ces 2 températures-là. Si vous voulez dire la vitesse, c'est-à-dire si on la fait augmenter progressivement? Oui, voilà, c'est ça. Parce que je pose cette question parce que j'avais eu un étudiant qui avait travaillé sur les otolithes de poissons, donc c'est très différent évidemment, et on avait, même si c'était pas l'objet d'étude, on avait constaté que la calcification des otolithes présentait des différences qui, au premier abord, on n'a pas creusé la question, mais semblaient liées à des vitesses de variation de température. Il y avait aussi la salinité dans ce cas précis, mais je pense que là, ça n'influera pas chez vous, et qui laissait à penser que les altérations de la minéralisation, on avait même de la vatérite aussi, semblaient liées, je parle vraiment au conditionnel, non pas aux situations environnementales, mais à la vitesse à laquelle ces situations ont changé. Ah oui, c'est vraiment intéressant. Nous, on est parti sur l'influence de ces températures-là dans un premier temps pour essayer de caractériser comment la température peut influer sur la minéralisation. Mais c'est vrai que dans un deuxième temps, ça pourrait être très intéressant de regarder la vitesse à laquelle on fait évoluer ces températures. Et par contre, on ne va pas au-delà de 30 degrés parce que c'est vraiment le maximum qu'elles peuvent supporter en conditions contrôlées. Ouais. Oui, ce serait intéressant, mais c'est vrai qu'on est aussi limité par, au niveau technique, le nombre de bacs que l'on a et le nombre d'individus qu'on met par bac. Parce que, par exemple, pour les conditionnements avant greffe, on est obligé de mettre beaucoup d'individus puisque la greffe ne va pas fonctionner à tous les coups et qu'ensuite on aura également de la mortalité. Donc, ouais, avec 2 conditions, on est déjà pas mal. En fait, j'allais poser une question sur sur la température aussi. En fait, je suis surpris que vous preniez les 2 extrêmes, finalement. Est-ce qu'on connaît la température optimale? Autour de 26, 28. Mais ce que je cherche à caractériser, c'est vraiment, dans un premier temps, l'effet de la température. Et par exemple, ce qui est soupçonné, c'est qu'au Gambier, le lustre soit excellent et les perles de très bonne qualité. Et on sait que c'est là où les températures descendent le plus. Donc, vu qu'on pouvait tester uniquement 2 températures, on a décidé de tester des températures un peu extrêmes pour voir dans un premier temps comment ça se passe à ces températures-là. Vous pouvez pas en rajouter une 3e entre les deux? Ça aurait été vraiment intéressant et ça aurait été, je pense, ça aurait rajouté quelque chose. On aurait pu voir une évolution, mais au niveau des bacs, on est limité du système qu'on a pour réchauffer, refroidir l'eau et on ne peut pas rajouter une condition au milieu. D'accord. C'est toujours dans l'aspect méthodologique, en sachant les contraintes de tes nombres d'individus et de tes bacs, mais pourquoi avoir choisi 2 concentrations en microalgues de 10 000 et 40 000? Est-ce qu'il y a une raison? Pourquoi ne pas avoir fait, par exemple, un gradient de concentration en algues pour voir s'il y a des croissances continues après des effets seuil qui font dégringoler la calcification de tes huîtres? Est-ce que ça ne pourrait pas être fait de façon expérimentale avant de te lancer dans une grande analyse?
Alors ces concentrations-là, elles correspondent à des concentrations connues, c'est-à-dire que en conditions contrôlées, entre 10 000 et 20 000 cellules par millilitre, on a une concentration qui est optimale pour l'élevage des huîtres perlières. Ça, c'était des études qui ont été faites il y a quelques années. Et puis plus récemment, il y a Vaiti Teaninu Raitemoana qui a travaillé sur l'influence de la concentration en microalgues sur la gamétogénèse, et elle a testé ce niveau à 40 000 cellules par millilitre. Et au bout de son conditionnement, elle a noté que ces gonades étaient matures. Donc on considère que c'est un niveau de concentration en microalgues qui est élevé et bon pour les nacres. Et comme on sait également que la gamétogénèse peut également influer sur la minéralisation, ben c'est intéressant de choisir ces deux niveaux-là. Tu as toi-même mentionné que tu avais un problème de faible échantillonnage avec tes 5 huîtres donneuses. Et là, je pense publication future et acceptation ou non. Est-ce que justement tu prévois d'augmenter l'échantillon pour pouvoir faire des tests statistiques ? Oui, alors là, en fait, sur cette manip, ce sont des premiers résultats. Donc après, on aura des résultats sur les receveuses. Alors simplement, là, on a 5 donneuses par condition, mais il faut savoir que pour chaque donneuse, on a greffé un certain nombre d'huîtres receveuses, parce qu'on a aussi un effet donneuse. Donc sur chaque donneuse, on produit des greffons qui vont partir sur les 2 conditions pour s'affranchir de cet effet donneuse. Donc là, dans ce cas-là, on a 10 donneuses en total dans l'expérience, et chaque donneuse a permis de greffer 36 receveuses. Donc on avait déjà 360 receveuses plus 10 donneuses, donc on était à 370 individus en conditions contrôlées, donc on ne pouvait pas vraiment aller au-delà. Donc ça, c'est de premiers résultats, et ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller caractériser l'activité minéralisatrice au sein des sacs perliers des receveuses aux différents temps de prélèvement. Donc, peut-être revenir. Donc là, ici, on va avoir des individus à 1 mois et demi, 3 mois et 12 mois post-greffe. Et là, on a plus d'individus vu que ça concerne les receveuses. D'autres questions ? Une question, est-ce que dans le cadre des études, au départ, vous avez considéré les interactions positives ou négatives d'ailleurs, qui pourraient donner des biais en fonction de la qualité du nucléus, utilisé notamment de son enrobage? Alors nous, on a utilisé le même type de nucléus et la même taille aussi, parce qu'on sait qu'on a des tailles différentes de nucléus. Donc on a utilisé le même nucléus dans toutes les expériences. Mais, non, parce qu'en fonction d'un type de nucléus, de son enrobage, de sa taille, de sa qualité, on pourrait imaginer que des effets positifs ou négatifs des paramètres que tu étudies soient plus ou moins boostés. Alors le problème des nucléus, c'est que c'est pas évident parce qu'on ne sait pas la composition de l'enrobage justement. Donc c'est des nucléus commerciaux qui sont utilisés typiquement dans les fermes, et on ne sait pas exactement ce qui compose cet enrobage. Et il y a actuellement des études à l'IFREMER pour essayer de s'affranchir de cet enrobage et de proposer des nucléus sans enrobage avec différents peptides antimicrobiens, par exemple. Oui, mais c'est vrai qu'on... c'est la raison de ma question, parce que bon, justement, il peut y avoir une corrélation. Voilà. Mais avant de pouvoir utiliser ce type de nucléus, par exemple, il faut que ça soit autorisé. Donc là, on est avec des nucléus commerciaux, mais on a mis le même type partout. D'accord. Oui, bonjour. Je me pose la question des conséquences de tes recherches sur la production. Donc, à supposer que la température la température basse a priori améliore la qualité des perles, ça veut dire qu'il faudra arrêter de produire là où la température n'est pas à ce niveau, ou qu'il faudra... de la même chose concernant la nourriture, comment ça va impacter ensuite l'application dans les fermes perlières et l'organisation actuelle de la production?
je tiens à préciser que je travaille donc sur 2 températures, et là ça va donner de premiers résultats sur la minéralisation de la perle, mais chaque lagon a des caractéristiques différentes, aussi bien de température que de nourriture en microalgues. Donc pour pouvoir définir exactement une période à laquelle récolter très fine ou une profondeur à laquelle on aura une concentration de microalgues intéressante, là il faudrait pouvoir caractériser chaque lagon. Mais ces travaux-là, ils vont également en concordance avec ce que font certains perliculteurs. Donc il faut savoir qu'il y a déjà des perliculteurs qui décident de récolter uniquement en saison fraîche. Et eux, leur constat, c'est que leurs perles sont de meilleure qualité. Mais ça n'a pas encore été testé. Et il y a évidemment des perliculteurs qui ne peuvent pas se permettre ce type de fonctionnement, donc qui continuent à récolter toute l'année. Et il y a également des perliculteurs qui mettent déjà leur nacre en profondeur avant la greffe ou avant la récolte. Donc c'est des choses qui sont faites mais qui n'ont pas été testées scientifiquement. Merci Oyana, merci à tous.